Salut les campeurs et aux leckers, je suis Kira en compagnie de Sid comme d'habitude pour une nouvelle émission. Bonjour Sid, comment ça va ? Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien, merci beaucoup. Semaine chargée vidéoludiquement parlant, si on peut dire, avec deux très grosses sorties, donc Oblivion et Clair Obscur. Donc les deux ont ponctué ma semaine où j'ai attaqué les deux. La même. Sans oublier Xenoblade toujours. Mes habitudes toujours de jeu, c'est un jeu sur Switch dans les transports, donc là en ce moment c'est Xenoblade, et plutôt un jeu sur PS5, donc Clair Obscur, qui sera mon gros jeu en fil rouge sur les prochaines sessions. Et sinon, qu'ai-je fait d'autre ? Je ne suis pas allé voir Minecraft, parce que voilà, la personne à qui je vais y aller m'a lâché. Tu as raison. Donc, c'est une personne sage. Et il n'y aura pas de chronique Minecraft aujourd'hui. Voilà, je sais que vous êtes tous déçus, vous êtes en train de faire boue. Voilà, pas du tout. Et toi, ta semaine, Kira ? Et pareil, ça a été ponctué aussi de jeux vidéo comme toi, donc bien sûr le remaster d'Oblivion, on va en parler un petit peu tout à l'heure. J'ai commencé Clair Obscur tout à l'heure avant d'enregistrer, donc j'ai pu y jouer à peine 40 minutes. Le scénar me plaît déjà, je savais que le scénar allait me plaire, j'aime beaucoup le design, c'est très joli. C'est déjà ça. J'attends d'en voir plus, que moi vraiment mes seuls vraiment griefs, c'est sur le système de combat, tu sais, comme je disais la dernière fois, qu'il y a beaucoup trop de choses affichées à l'écran, donc j'attends de voir, d'en avoir déjà vraiment en tout cas, et a priori j'ai vérifié, on peut pas désactiver certaines options, ce qui m'embête un petit peu. Donc on va voir si j'arrive à passer outre. J'ai été voir également Sinners au cinéma, tu sais, je t'en ai parlé la dernière fois, le film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan x2. Es-tu satisfait de ton visionnage ? Je suis très satisfait pour l'instant, c'est le meilleur film que j'ai vu depuis le début de l'année. Donc je suis vraiment très content et j'écoute la BO en boucle. Donc je sais pas si je vais faire une chronique dessus. Je suis inspiré, mais j'ai déjà pas mal de choses à faire de prévues, donc on va voir en tout cas. Mais j'ai extrêmement kiffé, c'était super bien. Donc, on va attaquer le sommaire. Juste avant, tu fais un petit point réseaux sociaux ? Oui, tout à fait. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver, donc Insta, Facebook, Twitter. Sur Insta, continuez à nous follower, c'est bien parce que on peut débloquer à partir d'un certain moment un canal fait pour les créateurs de contenu, donc ça nous aiderait beaucoup. Donc allez-y à fond sur la page Insta de la Taverne du Gamer. Le formulaire du site aussi, on a reçu plein de messages sympas avec le formulaire, donc on fera les big up tout à l'heure. Et Kira, les 5 étoiles sur l'application de podcast, vous le savez, ultra important pour nous, c'est comme ça que... Avec le petit message, si vous pouvez, bien sûr. Et puis avec des petits pseudos farfelus comme on a eu ces derniers temps, un bande de petits coquins, mais en tout cas ça nous fait toujours beaucoup rire, ça fait plaisir. Et en faisant ça, on manipule les algorithmes et on remonte plus facilement dans les recherches de podcasts. Et ça, c'est cool, parce que c'est comme ça qu'on est de plus en plus nombreux. Et merci d'ailleurs, on est vraiment de plus en plus nombreux à chaque fois, donc ça fait grave plaisir. Big up, tout à fait. Tu nous envoies le sommaire ? Et le sommaire, tout à fait. Donc, je crois que t'as oublié. Ouais, j'allais oublier. Le sommaire, donc c'est... Alors, une très grosse actualité cette semaine, donc on a décidé d'y passer du temps pour en parler tranquillement. Donc c'est The Elder Scrolls Oblivion, j'allais dire online, je sais pas pourquoi. Ouais. C'est Oblivion, du coup le Shadow Drop, voilà, on y reviendra. Le test, tu t'attaques à un gros morceau et vous l'avez vu de toute façon sur la vignette et sur le titre du podcast, c'est Monkey Island. The Secret of Monkey Island, tout à fait. Donc courage Kira, c'est du lourd et moi en hors sujet. Donc ça va être une recommandation, c'est Hellsing, donc voilà, j'en dis pas trop, j'ai vraiment fait ça en mode recommandation, donc vous verrez, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, un menu, moi franchement, Kira, que je trouve savoureux. C'est vrai. Alors moi, petit disclaimer justement, parce que le menu a changé au dernier moment. Je devais faire le deuxième partie de Lost Record que j'ai commencé et j'avoue que je me fais chier. Les thématiques ne me parlent pas et je trouve que c'est vraiment le Dontnod le moins intéressant et du coup j'ai pas envie de continuer. Donc de par le fait, je ne vais pas le tester. Voilà. Donc je sais que certains l'attendent, j'en suis désolé, mais on en parlait la semaine dernière. Des fois on se dit que le temps est précieux et vaut mieux l'utiliser à bon escient et du coup je préfère l'utiliser sur Clair Obscur et Oblivion. C'est ton Gollum à toi. Et exactement, c'est mon Gollum à moi. Bon, sauf que moi, je l'attendais pas spécialement. Oui. Contrairement à toi, mais c'est vrai que bon, c'était... je pensais que vu la fin du premier épisode, ça allait partir sur les chapeaux de roue sur le deuxième. Or, c'est pas le cas. Bah écoute, des fois, faut pas forcer. Hein. C'est clair. Donc, on balance le générique et puis on attaque sur la news de la semaine.
remaster du nouveau Elder Scrolls, enfin du nouveau, je troll un petit peu, c'est Elder Scrolls 4 Oblivion. Une refonte orchestrée par Bethesda et le studio Virtuos, spécialisé dans les portages de AAA d'ailleurs. Ce chef-d'œuvre du RPG initialement sorti en 2006, ça nous rajeunit pas, mon petit Sid, été modernisé grâce au moteur graphique Unreal Engine 5, offrant des graphismes plus actuels, de nouvelles textures, des éclairages plus naturels et des ombres dynamiques. La date de sortie officielle était donc le 22 avril 2025 en Shadow Drop, suite à une conférence de présentation d'environ 15 minutes. Et le jeu est disponible sur Xbox Series XS, PC, PlayStation 5, bien sûr. Le tarif est de 54,99 pour l'édition standard et 64,99 pour l'édition Deluxe. Et ça inclut donc tous les DLC qui étaient sortis juste à présent. Donc je sais, Sid, tu es un grand fan de Elder Scrolls de base, mais principalement de cet épisode, donc forcément je pense que cette news a dû résonner en toi. Elle a résonné en moi comme un petit clairon, alors je sais pas si un clairon ça résonne, mais en tout cas vous aurez compris. Peut-être à l'intérieur. Peut-être, ouais, j'imagine pour faire du bruit. Oui, c'est du cuivre. Ce que je retiens d'hyper positif avec cette annonce déjà, Kira, et tu vas me dire si t'es d'accord avec moi, la refonte graphique sous Unreal Engine 5, c'est très très beau. On sent quand même le petit jeu d'époque sur certaines choses, mais franchement, je sais pas quelle techno ils ont fait, comment ils ont fait pour vraiment reproduire le truc sous ce moteur, mais c'est la belle surprise qu'il y a. Et moi, ce que j'aime avec ce moteur, c'est les ombres, les lumières et tout. Et ça, c'est très beau. Ça donne vraiment un charme. J'avais peur, tu sais, au premier screen qui avait fuité d'un ton un peu sépia, jaunâtre, un peu chelou. Oui. Tu sais que ça faisait des screens un peu moches. Finalement, pas du tout. Donc, c'était la levée de soleil, je pense, sur ces screens. Ouais, qui mettait pas trop en valeur finalement le côté assez très féerique, très vert coloré du titre, ouais, très coloré. Donc ça, très cool. Des améliorations sur le gameplay, donc là qu'on est tous les deux en train de faire. Bon, c'est pas encore transcendant pour moi, mais en tout cas, en effet, on sent quand même un gap, et c'est un remaster, hein, donc faut pas non plus en attendre un truc incroyable. Ils ont déjà fait, je trouve, un très bon travail. Est-ce que tu peux refaire un petit distinguo entre remaster et remake pour les gens qui prennent dernièrement les épisodes de la taverne? Bah, c'est marrant que tu le dises, parce que j'avais prévu de conclure par ça le petit laïus sur les plus. Donc remake, remaster, donc logiquement un remaster, c'est on garde le jeu dans son ensemble tel qu'il est, on modifie rien de l'histoire, on modifie rien du gameplay normalement, à part qu'on le modernise. En fait, le gameplay reste le même, mais on le modernise, par exemple avec l'usage des 2 sticks. Par exemple, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les remasters de vieux jeux qui n'avaient pas de sticks. Exactement. Donc là, on reste dans du remastered. Et remake, on refond le jeu de zéro avec un moteur différent. Donc là, on est quand même sur un Unreal Engine. Donc c'est pour ça que sur celui-ci, la frontière est plus fine. Certains parlent de remake, d'autres de remaster. Ils ont estampillé leur jeu remastered, et pour moi, on est vraiment quand même sur un remastered. Un remake-aster. On va c'est vrai qu'on va le breveter, ce petit nom là, on va le déposer, mais voilà, normalement remake c'est plutôt une refonte totale du jeu, avec en plus on s'autorise à modifier le scénario, des pans d'histoire, des personnages, comme FF7 Rebirth du coup par exemple, ou remake qui sont un vrai remake, voilà, et celui-ci est un bon exemple de remaster. Donc voilà comment on peut synthétiser ça. Et au rang des autres bonnes nouvelles, et je termine là-dessus et tu me diras toi comment tu vois le truc, le fait que ça sorte sur toutes les plateformes, c'est top. On n'est pas sur une exclue, donc on est content. Ça sort sur PS5, PC, partout. Le Game Pass aussi, donc trop cool. Le tarif que je trouve tout à fait raisonnable de 54€, donc ça aussi très cool, je trouve. Mine de rien, il y a du taf quand même. Non, il y a du taf. C'est pour ça que je le trouve justifié le prix. Et on sait que des fois on a des remasters qui nous semblent ne pas avoir de sens. Là, on est pour moi tout à fait dans un très bon exercice là-dessus. Oui, voilà, où c'est plus perfectible en tout cas. C'est plus dispensable, on va dire. Plus dispensable. Et moi, mon grand plaisir, c'est de revoir en effet ce jeu qui est mon préféré de la saga. Même ça, on en parlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, voilà, sur les choses positives de cette annonce. Est-ce que toi, tu en avais vu d'autres, peut-être, Kira? Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, il n'y a pas eu de communication de la part de Microsoft comme quoi un développement était en cours dessus, en fait. C'est vrai. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté, pour moi, spéculation, pourquoi pas sur du Fallout 3, Fallout New Vegas, Morrowind. Donc c'est vrai que, a priori, le développement a aussi été assez rapide. Donc je me dis qu'ils ont
possiblement l'intention de faire d'autres remakes, enfin remasters du moins, ou peut-être qu'il y a d'autres remasters qui sont déjà en cours. Et ça, c'est une chose qui est intéressante. Autre point, c'est vrai que Microsoft n'a pas communiqué donc sur la sortie de son jeu, ils l'ont balancé direct en Shadow Drop, mais comme les fuites, tu sais, il y a eu quelques fuites quelques jours avant sur les réseaux sociaux et la toile s'est enflammée, moi le premier. Du coup ça leur a fait un sacré coup de pub, mine de rien, et je pense que c'est l'effet escompté, et ça se demandait si c'est pas Microsoft qui aurait sciemment balancé des petites miettes à droite à gauche avant de faire ce fameux Shadow Drop en tout cas. Et je trouve qu'au final c'était marrant parce qu'il y avait une espèce de côté chasse au trésor en fait, essayer de chercher de l'information, savoir si c'était vrai ou pas, un côté spéculation, et j'ai discuté avec énormément de personnes qui attendaient également ce jeu en fait, et c'est via ces leaks et ces petites rumeurs en fait qu'on a justement eu cette hype qui est montée jusqu'au moment où la bande-annonce est tombée, et là c'était le grave. Je vais réagir sur deux trucs que tu as dit. Déjà, la vitesse de développement, c'est vrai, enfin on présume, on sait pas trop finalement, mais quand même je suis d'accord avec toi, j'imagine que c'est allé vite, parce que pour réussir à garder un secret aussi longtemps, il faut quand même que ce soit développé assez rapidement. Et puis Unreal Engine 5, c'est vrai que maintenant ça va faire à peu près 3-4 ans que les kits de développement sont disponibles et qu'on commence vraiment à avoir des jeux sous Unreal 5. Donc après, voilà, ça laisse une fourchette d'environ, je dirais, 3-4 ans max, quoi. Ouais, et puis il y a un mastodonte derrière, tu en as parlé, le studio Virtuose, donc on en parle finalement très peu. C'est un peu un studio de l'ombre, comme c'est un peu le Bluepoint de PlayStation. Un studio de soutien. Ouais, un studio de soutien qui ont fait des trucs de ouf. Ils sont 4200 salariés, répartis dans 25 studios quand même. Enfin, c'est un truc mais gigantesque. Le siège est à Singapour, et ils ont bossé sur Cyberpunk, ils ont bossé sur Metal Gear Solid Snake Eater, le Delta là qui arrive, Horizon Forbidden West. Donc ils ont fait plein de choses, mais comme tu dis, un peu dans l'ombre, et ils ont une capacité de production, ce studio, qui, enfin, je trouve ça hallucinant, quoi. Donc ouais, vraiment, vraiment hyper encourageant. Et pour le Shadow Drop, en fait, le Shadow Drop, je trouve ça bien et pas bien en même temps. Je trouve ça bien pour les grosses productions comme celle-ci, parce qu'elles vont rayonner sur la durée. Donc je pense que là, c'est le bon format pour faire un Shadow Drop pour Oblivion. Là où je trouve que c'est plus perfectible, le Shadow Drop. Donc qu'est-ce que c'est un Shadow Drop? D'ailleurs, on le dit sans le dire, mais c'est sortir un jeu direct. En fait, on sait pas que le jeu est là. On l'annonce, il sort. On l'annonce, il sort. Disponible aujourd'hui. Tiens, il y a tel jeu qui sort. Il y a tel jeu qui existe même plutôt. Tiens, regardez, ce jeu existe. Et ce jeu, vous pouvez y jouer maintenant. C'est ça un Shadow Drop. Rappelle-toi, pendant la conférence, je t'avais envoyé le screen de mon application Xbox, c'est-à-dire ils n'avaient pas encore annoncé que le jeu était disponible, le jeu était déjà disponible en fait. Et ça c'est beau ça. Et ça, je trouve ça bien en effet pour des gros jeux qui vont vivre, qui vont continuer à rayonner. Je trouve ça beaucoup moins bien sur des jeux comme Hi-Fi Rush par exemple, où ça crée un moment de buzz en effet, mais qui retombe aussi vite. Et je trouve que ça éclipse un peu plus les petits jeux qui ont besoin plutôt de s'installer sur la durée, de se faire connaître, etc., etc. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est un bon move d'avoir utilisé le Shadow Drop pour ce titre-là. Pour tout ce qui est remaster, le Shadow Drop pour moi me paraît une bonne solution. On l'a eu le cas pour Ninja Gaiden la dernière fois. Et pour tout ce qui est remaster, c'est bien parce que le jeu jouit déjà d'une certaine aura, et donc au final, ça va être plus de la spéculation et de la surprise, ce qui va toucher les fans de l'époque, en tout cas en plein cœur, et ce qui vont les faire passer à la caisse sans trop réfléchir. On en sait quelque chose, mais quand c'est une nouvelle IP comme Hi-Fi Rush, c'est dommage. Je suis d'accord avec toi, parce que passer l'effet de buzz, les gens l'oublient, alors que c'est un jeu qui est vraiment excellent. Il était dans mes GOTY d'ailleurs en 2023, je crois. 23, ouais. Mais 2023. Il était dans mon top 5, et c'est vrai que voilà, pour une nouvelle IP, le Shadow Drop pour moi c'est pas une bonne idée. Par contre, voilà, pour un remaster, un remake, pourquoi pas. Ça c'est intéressant. Donc moi ça c'est pour tous les aspects positifs. Là où je suis beaucoup plus mitigé, je suis hyper content, vraiment ça enlève rien à mon plaisir, mais il y a quand même des choses qui m'embêtent. Donc j'ai mis des petits cartons orange et 2 cartons rouges. Tu me diras, Kira, pour les cartons orange, si je puis dire, pas de version physique. C'est dommage. C'est même très 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 dommage, surtout pour un jeu de cette envergure en tout cas. Hyper dommage. Un autre détail qui a son importance, c'est le jeu pèse 120 gigas. Donc ça peut traduire le fait que le jeu est immense, il est beau, c'est vrai, mais ça peut traduire aussi que le fait qu'il n'est pas très très bien optimisé. Et c'est le cas. Donc un jeu Bethesda pas optimisé, c'est un jeu Bethesda, ça fait partie de leur marque de fabrique, mais quand même. Donc c'est une signature. C'est une signature, mais ça m'embête un peu. Truc tout bête, mais la première quête, sortir de la prison, elle était déjà buggée. Bon, voilà, c'est dommage. Autre petit carton orange
qui moi me gêne pas. Je le dis, mais je sais que ça gêne certaines communautés de joueurs, c'est qu'il n'y ait pas de version française originale. Enfin, c'est VOST sous-titré, mais il n'y a pas de VF, alors que dans l'original, il y en avait. Et là où ça me gêne, c'est que ça devient une tendance de plus en plus sur les productions Xbox, alors que ce sont les plus blindés de la Terre. On pense à Ovode, par exemple. Enfin, ils ont souvent leurs dernières productions qui ne le sont pas en VF, et ça commence à faire du bruit, je trouve. C'est ce que tu disais tout à l'heure, l'absence de VF en soi, moi, c'est pas gênant. Par contre, quand il y a déjà une VF, ça m'embête. J'ai refait Kingdom Hearts le premier il y a quelques temps, et c'est vrai que quand je l'avais fait à l'époque sur PlayStation 2, il y avait une VF, une superbe VF d'ailleurs, avec les voix officielles de Mickey, Dingo, Jafar et tout le tintouin, c'était trop bien. Et quand ils ont ressorti la version remaster, le jeu était en anglais, et pour le fan de l'époque, et surtout le fan de Disney que je suis, c'était quand même un sacré manque. Et là, sur ce remaster, pareil, l'absence de VF, ça m'embête, plus dans le sens où je me rappelle de certains dialogues VF d'époque en fait, et quand je revis cette quête en VO, c'est pas tout à fait pareil. Après, ça dépend aussi de l'heure à laquelle tu joues, tu vois. Je sais que moi, si je joue tard, j'ai joué 4 heures la première soirée ou 5 heures de suite. À la fin de la soirée, j'avais quand même les yeux qui piquaient. Et mes cartons rouges, si je puis dire, encore une fois, attention, c'est à relativiser évidemment. Mais tu en as parlé tout à l'heure, les leaks. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai du mal. J'ai du mal à supporter ça. Je trouve que ça casse quand même la surprise. Je reste intimement convaincu que la surprise aurait été encore plus grande si vraiment on l'avait découvert comme ça d'un coup, tu vois, en mode, bim, prenez ça. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Et aussi, deuxième carton rouge, et comme ça on englobe les deux d'un coup, Xbox, je trouve qu'ils gèrent bizarrement leur calendrier. Ils ont il y a South of Midnight qui vient de sortir. Ce jeu mérite vraiment de vivre. On le casse 2 semaines après avec un shadow drop monstrueux. Ils ont cassé Internet avec Oblivion et c'est génial, mais ça l'empêche de vivre. Ils étaient en train de marketer Clair Obscur qui sort Day One dans le Game Pass. Heureusement Clair Obscur arrive à s'en tirer avec les honneurs, mais pareil, ça aurait pu éclipser. Et il y a Doom dans 2 semaines. Enfin, tu vois, j'aurais apprécié d'Xbox qui sont en train de dégainer des très belles cartouches, de nous faire un beau planning, tu vois, de faire un vrai trimestre dans lequel on a des rendez-vous, ils communiquent beaucoup, il y a des campagnes de com, etc. Et ça, je trouve que cette absence de calendrier, de coordination, ça met pas en valeur ce qu'est en train de faire Xbox, et ça, je trouve que c'est dommage. Je suis d'accord avec toi, le truc, c'est qu'en fait, c'est là qu'on voit que pas la communication, mais la stratégie d'Xbox maintenant, c'est une stratégie de plateforme en fait. Oui. C'est du contenu qu'ils abreuvent pour tous les goûts, parce qu'encore une fois, dans tous les jeux que tu as cités, tout le monde va pas faire tous les jeux, il y a vraiment pour tous les goûts. On a du RPG inspiré Japon, du RPG très occidental avec celui-ci, on a un jeu d'aventure à l'ancienne type Prince of Persia, et on a un FPS frénétique, donc c'est vraiment pour des goûts différents. Une personne qui a le Game Pass, il sait qu'il a à manger quoi qu'il arrive pour toute l'année, rien qu'avec ces 3 mois-là, et en plus, il y a des grosses sorties qui vont arriver. Enfin, pour l'instant, je trouve que c'est quand même Microsoft qui sort qui sort l'artillerie lourde, en tout cas sur toute cette année. Et d'un côté, c'est vrai, il y a certains jeux comme Clair Obscur, bon, je pense que c'est pas ça qui va le bloquer, mais comme Clair Obscur ou comme South of Midnight qui pour le coup vont se retrouver éclipsés. Mais d'un côté, c'est nous en tant que joueurs, parce qu'on joue à tout, ça nous fait chier parce que ça va nous bloquer sur la plupart des jeux, on va être obligé de faire des choix. Mais pour les gens qui picorent, qui jouent à plusieurs jeux en même temps, voire qui vont faire des jeux sur toute l'année, au final, le fait qu'ils sortent à une fenêtre rapprochée, ça les embête pas plus que ça en fait, parce que comme je parlais avec une personne au travail, il me disait moi en fait South of Midnight ça m'intéresse pas du tout parce que je déteste la plateforme, par contre je vais m'éclater sur Oblivion et et Clair Obscur, le reste je m'en fous en fait, et ça va me faire toute mon année. Donc tu vois, c'est aussi ça donne du choix aux gens, et ça c'est une stratégie à la Netflix. Ouais, une stratégie à Netflix qui est pas pour moi une stratégie qui est vertueuse artistiquement, parce que en fait ce que ça va créer, et tu l'as un petit peu dit, en fait, ils sont en train de créer du jeu vidéo qu'on va picorer. Et c'est du coup, encore une fois, ça rend pas honneur. Je pense que South of Midnight, c'est pas dans les quelques premières heures de jeu que tu vas vraiment t'éclater. Clair Obscur, le début est cool mais un peu poussif, ça, tu vois. C'est pas des jeux qui sont adaptés, je trouve, à ce mode de consommation. Donc ils ont besoin c'est un avis personnel évidemment, mais ils ont besoin d'une vraie fenêtre, parce que le Game Pass, pour moi, là où il est intéressant, c'est d'emmener les gens vers des jeux différents, des jeux qu'on n'aurait pas achetés, et des jeux qu'on n'aurait même pas imaginé faire. Et en fait, quand tu prives
des productions comme ça un petit peu différentes de ce moment, de cet instant où là j'ai du temps pour découvrir ce jeu qui m'a été présenté que je ne voulais pas faire, tu vois, ça peut créer quelque chose. Si tu fais en cascade comme ils l'ont fait là quand même, en un mois ils ont sorti 4 trucs dans le Game Pass, 4 gros jeux, bah je sais pas, moi je trouve que ça emmène avec le jeu un peu comme tu dis, consommable, picoré, le jeu qu'on finira jamais, qu'on fait 2 heures et qu'on arrête. Et ça, je trouve que, c'est dans tous les cas pas ma conception du jeu vidéo. Et c'est ça que je dénonce entre guillemets, hein, je suis personne évidemment, mais voilà, c'est pas quelque chose qui en tout cas m'attire dans la stratégie. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, et c'est aussi ma façon c'est ma façon de penser, mais c'est aussi ma façon de jouer aux jeux vidéo. Toi, j'ai fini South of Midnight, je l'ai fait 2 fois de suite, tellement j'ai aimé cette proposition. Et tu sais, je suis arrivé à un stade quand j'ai fini la 2e fois mon run, je me suis dit, je vais pas le relancer une 3e fois parce qu'il y a des jeux qui vont sortir. Mais tu sais, pendant une petite semaine, j'ai eu envie de jouer à rien. En fait, c'est cette petite dépression post-jeu vidéo. Et moi, j'ai jamais compris. Alors après, je sais que j'ai des auditeurs qui nous écoutent, qui font ça, mais j'ai jamais compris comment on peut arrêter un jeu, en commencer un autre direct dans la foulée, sans le temps d'y penser, de digérer le jeu, de kiffer les sensations qu'on a eues pendant qu'on jouait. Enfin, tu vois, c'est quand j'ai dû désinstaller South of Midnight parce que j'ai installé Baldur's Gate 3, qui prend de la place, hein, faut dire ce qui est. J'ai installé Clair Obscur et Oblivion. Donc, et quand je l'ai désinstallé, je veux pas dire que j'avais une larme à l'œil, mais tu sais, ça m'a fait un petit quelque chose. J'ai dit, j'ai passé une superbe aventure quand même, sachant qu'en plus j'ai le jeu que en physique, en démat. J'ai pas ce côté où quand je rentre dans mon bureau, je vais pas regarder la boîte. Tu vois, des fois j'aime bien regarder les boîtes des jeux, dire c'était cool quand même et tout. Ben là, j'ai pas ce côté-là, donc j'ai cette sensation de jeu éphémère en fait, et ça j'aime pas du tout. C'est pas comme ça que je conçois le jeu vidéo. Et mais néanmoins, enfin voilà, j'ai distribué des cartons encore une fois parce qu'on le fait depuis longtemps dans la taverne. Mais sinon, c'est une très belle annonce. Moi, je suis très heureux. C'est en effet, The Elder Scrolls préféré, loin devant Skyrim. Et en fait, moi, je fais partie des grands fans d'Oblivion, à tel point que Skyrim, j'avais moins aimé. Je l'avais trouvé plus terne. C'est le problème de la montagne, en fait. C'est la montagne, c'est ce que je te disais, on en a parlé vite fait, c'est pas dépaysant, en fait. C'est toujours la même chose, même si c'est très beau. J'aime me balader en montagne, hein, c'est pas le débat. Mais c'est toujours très blanc, très gris. Et il n'y a pas ce côté où tu voyages, en fait. Et c'est ce que j'aime dans un RPG, moi. Mais complètement. Et en fait, Skyrim a cette froideur parce qu'il est dans les montagnes, comme tu as dit, mais il renvoie aussi, je trouve, quand même quelque chose d'assez froid, le jeu, assez terne. La culture nordique aussi. Alors qu'Oblivion, on est vraiment dans une épopée, quelque chose de beaucoup plus coloré, avec les dragons vraiment au centre du scénario. Et ce que j'aime par-dessus tout dans Oblivion, c'est qu'on joue pas un élu, comme on l'est plus dans Skyrim, mais on joue la personne qui va aider l'élu à réussir. En fait, on joue le gars qui a un destin lambda, qui était dans une prison, qui se retrouve embarqué dans une épopée auprès de l'empereur qui, le concerne pas du tout, mais c'est lui qui va contribuer à faire que l'élu, qui est un personnage non joueur, devienne vraiment réussisse sa quête. Oui, je suis d'accord, parce que c'est ce qui me gênait un petit peu dans Skyrim, c'est qu'en fait, t'es pas une personne importante en bord de ciel, t'es la seule personne importante en bord de ciel. C'est-à-dire, tu peux tout faire. Tu peux être chef de la guilde des mages, chef de la guilde des voleurs, tu peux être chef des compagnons, enfin, tu peux vraiment être tout, en fait. Que dans ce jeu-là, t'as vraiment cette sensation d'être une personne, pas lambda, parce que tu fais quand même des choses héroïques, mais une personne normale dans un monde qui ne l'est pas, justement. Et c'est tout l'inverse dans Skyrim. Ouais, complètement. Et c'est vraiment ce côté plus authentique que j'aime dans Oblivion. Et il y a des quêtes en plus qui sont assez magistrales, donc je la cite à chaque fois, mais la confrérie noire, faites-le, c'est un moment vraiment mémorable, c'est la meilleure quête de tous les The Elder Scrolls pour moi, donc vraiment ce jeu est une pépite. Ce qui, au rang des reproches, il a vraiment un système de gameplay à l'époque, je parle pas du remaster, mais qui était vraiment naze, où le niveau des ennemis en fait progressait en même temps que nous. Ce qui faisait un truc horrible, c'est que t'avais à la fin que des sacs à PV en face de toi, et c'était hyper désagréable à jouer en termes de combat. C'était le problème sur Morrowind aussi. Ouais, et donc ça, c'est mon attente. J'espère qu'ils ont gommé ça. Donc je serai très attentif là-dessus parce que c'est vraiment un truc qui était pas bien du tout. Mais sinon, tout le reste, c'est du caviar. Enfin, franchement, c'est de l'heroic fantasy en mode épopée comme moi j'aime vraiment. Et vous y trouverez votre compte. Pour moi, je le dis, je le répète, c'est le meilleur The Elder Scrolls des 5 selon mon goût. N'oublions pas quand même
qu'Xbox sont en train de nous faire oublier justement qu'ils ont teasé en 2018 The Elder Scrolls 6 et nous sommes en 2025 et ils nous pondent Oblivion en remaster. Voilà, je dis ça, je dis rien en fin de propos. Ouais, mais c'est pour patienter. Hein, ouais, patienter. On l'aura pas avant 2027-2028. Ouais, je pense. Enfin voilà, pour le petit laïus sur Oblivion. Je vais faire mon petit laïus aussi. Donc moi pour le moment je trouve que ce remaster a bien su quand même moderniser certaines choses, dont les combats qui à l'époque étaient quand même vraiment pas ouf en fait. Là on se retrouve avec des mécaniques qui sont quand même plus inspirées de Starfield et de Skyrim également. Alors ça reste un jeu rigide, hein. Les combats restent dans leur jus, hein, quoi qu'il arrive, et ça c'est la marque Bethesda, hein. c'est pas des FPS nerveux. Ils savent pas faire des systèmes de combat. Ils savent pas. En tout cas voilà, c'est ça. Après il y a des combats, les combats ils font le taf en fait. Mais d'un côté, je trouve que ça reste quand même immersif dans le sens où on joue des mecs en armure. Enfin, moi là, j'ai fait un espèce de... J'ai voulu changer, d'habitude, je fais un assassin rôdeur. Là, j'ai fait un barbare guerrier viking, tu vois, donc je suis parti vraiment dans le contraire. Donc pour le coup, c'est mon perso qui a un vrai sac à PV et j'enchaîne des coups d'épée et des coups de bouclier, ce qui est plutôt cool. Et ça reste quand même beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus nerveux qu'avant. Voilà. Sans non plus transcender le genre, mais en tout cas, je sens qu'ils ont fait quand même un travail là-dessus. Tu le parlais tout à l'heure, les environnements sont magnifiques, hein, ça rend vraiment cet univers très immersif, et surtout disons que certains chara-design ont un peu changé, mais ressemblent quand même beaucoup aux personnages de l'époque ou même aux lieux de l'époque, si bien que c'est marrant, c'est que j'ai l'impression de redécouvrir un jeu, parce que tu sais, tes souvenirs enjolivent toujours quelque chose. Toujours. Et comme j'ai pas joué à Oblivion depuis 2006, enfin 2006-2008, parce que je l'ai fait à sa sortie, mais je l'ai joué pendant longtemps, je me rappelle de certains lieux, et quand j'y suis retourné, là, je les ai revus encore plus beaux, et je me suis dit, waouh, c'est encore plus beau que dans mes souvenirs. Alors pourtant, je les ai quand même bien enjolivés quand même. Pareil, moi je joue à Oblivion en vue à la troisième personne. Je joue très peu en mode FPS. Je joue en FPS quand je suis dans des endroits exigus. Sinon, je fais tout le jeu en mode troisième personne. Et là, je trouve que c'est grandement amélioré. On a pu appuyer sur le stick comme avant pour pouvoir... Tu sais, avant, on appuyait sur le stick et on zoomait avec le stick gauche pour agrandir ou pas son personnage. Maintenant, tu appuies sur le bouton B directement quand tu joues sur Xbox. Tu appuies sur le bouton B, ce qui te permet de voir ton personnage. Ton personnage bouge beaucoup mieux. Alors, même quand il court, tu as l'impression que c'est Ezra Miller dans Flash, mais ça reste quand même très très cool. Là, moi, où j'ai un petit bémol, et on en a un petit peu parlé, c'est les visages des personnages qui sont très très statiques. Même s'il y a une synchronisation de labial qui est améliorée, je trouve quand même que c'est encore une fois, c'est un jeu dans son jus, c'est pas un remake, c'est là qu'on sent le côté remaster. Je trouve également que le menu est plus intuitif, c'est même beaucoup plus intuitif que Skyrim. Par contre, la carte, elle aurait mérité d'être faite parce que la carte est vraiment, vraiment à chier. Quand je regarde la carte, essayer de se repérer dedans, moi qui n'ai pas de sens de l'orientation, je te jure, heureusement que je me souviens de certains lieux parce que j'ai quand même réussi à me paumer plusieurs fois. Donc ça n'empêche que je trouve que c'est un bon cru, c'est un très bon remaster, c'est pas un truc qui a été fait à la zob. Et aussi les fameux bugs, j'ai eu quelques ralentissements, j'ai eu des bugs de texture, des PNJ avec des comportements très étranges. J'en ai un qui m'a fait un moonwalk à un moment, je me suis dit c'est cool. Un jeu Bethesda quoi. Voilà, c'est ça. Et certains bugs emblématiques aussi de la version originale sont toujours présents. Tu sais, les objets flottants qu'on pouvait retrouver à certains endroits, j'en ai retrouvé 2-3. Je pense que c'est quand ils ont inséré le code du jeu d'origine dans Unreal 5, ils ont gardé aussi certaines choses, donc ça sera patché, c'est sûr. Mais voilà, pour un jeu shadow droppé, je pense que si tu fais une surprise, autant quand même que ça soit clean. En tout cas, voilà, je suis vraiment content, et surtout ça peut permettre à une jeune génération de jouer à un super jeu, quoi. Totalement, exactement. Ainsi se termine la partie news, donc c'était rapide, non, on a fait qu'une seule news, mais on a eu le temps de débriefer pas mal. Du coup, on a parlé d'un monument du jeu vidéo, là je vais parler d'un autre monument du jeu vidéo, The Secret of Monkey Island. Juste avant, je vous ai sélectionné la musique la plus emblématique du jeu, et je vous en parle juste derrière. T'as vu ce thème, quand même il résonne. Quand on a fait le jeu Monkey Island, moi je sais que quand j'entendais ces petites notes, en tout cas j'ai vraiment l'impression
de revivre ces sensations d'avant. Et le fait de refaire ce jeu dernièrement, en fait, je me suis aperçu que c'est un jeu qui a très bien vieilli dans ses mécaniques, dans son humour, dans ses thématiques en tout cas. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, on va parler un petit peu de ce grand jeu culte en tout cas. Donc qu'est Zako que The Secret of Monkey Island? C'est un jeu d'aventure point and click développé par LucasArts qui est sorti en 1990. Donc le projet a été conçu en 1988 par Ron Gilbert, donc c'est pareil, ça ne nous rajeunit pas, avec l'aide du fameux Tim Schafer et de Dave Grossman. Donc Gilbert, frustré par les jeux d'aventure contemporains, voulait créer un jeu où la mort du personnage principal serait presque impossible, mettant ainsi l'accent sur l'exploration et la résolution d'énigmes. L'atmosphère du jeu s'inspire de l'attraction Pirates des Caraïbes de Disneyland, donc c'est une de mes attractions préférées, donc ça tombe très bien. Et le style point and click est au cœur de ce jeu. Ce genre devenu désuet avec le temps, faut dire ce qui est. On en retrouve quelques-uns, mais c'est plus des jeux indépendants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le point and click, c'était quand même quelque chose. C'était la mode. Ouais. Voilà, c'était la mode à l'époque. Et en plus, LucasArts était quand même passé maître dans l'univers du point and click, parce qu'ils avaient fait le fameux Indiana Jones Fate of the Atlantis, il y avait du Sam & Max, Days of the Tentacle, il y avait celui avec le biker qui est trop bien. Ouais, la moto là, comment il s'appelle celui-là? Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Enfin bref, un jeu avec un motard, il était très très cool, et bon, c'était vraiment les tauliers dans le genre à l'époque en fait. Et donc Monkey Island pour moi est leur œuvre la plus significative et leur œuvre la plus marquante. Je sais pas si tu es d'accord avec ça là-dessus. Alors je suis tout à fait d'accord, bien que j'ai une petite préférence pour Day of the Tentacle. Exactement. Et je te connais par cœur. Ouais. Et j'aime aussi beaucoup Grim Fandango, qui est arrivé un peu plus tard, je pense, qui avait un humour assez rigolo et tout, avec la Muerte de je sais plus quoi là, mais c'était pas mal. Ouais, l'Agence de la Mort, je l'ai toujours sur PS3 d'ailleurs celui-ci. Il y a eu un remastered aussi. Est-ce que tu peux expliquer à nos éditeurs ce qu'est un point and click? Tout à fait, un point and click, donc nous sommes sur des tableaux, on peut appeler ça comme ça, des plans fixes généralement d'un décor, d'un lieu, d'une maison, enfin bref, sur un endroit. Un bateau, c'est dans le thème. Et pour action, nous avons notre souris qui nous permet de pointer et de cliquer, donc point and click, qui nous permet de déplacer notre personnage ou de réaliser des actions, et le tout avec la souris. Donc on a souvent gestion d'un inventaire quand même, on récupère des objets qui vont nous servir plus loin. On peut en fusionner. C'est un peu dans l'ADN des point and click d'avoir des trucs un peu tirés par les cheveux, et là encore une fois je pense forcément à Day of the Tentacle. Mais il y a des point and click moins connus comme Sanitarium, que j'aime beaucoup, qui est un truc très glauque dans un hôpital psychiatrique et tout. Il y a Machinarium, un petit robot trop mignon en point and click. Enfin voilà, c'est un mode. Les Chevaliers de Baphomet. Que j'adore. Encore un des derniers point and click à sortir, s'ils ont ressorti des épisodes dernièrement. Enfin voilà, il y a plein de point and click, et c'est pour moi un genre qui, tu le disais un peu en intro, ça vieillit très bien, et ouais, moi j'affectionne tout particulièrement ce style de jeu. Surtout qu'en plus, le point fort des jeux point and click, c'est leurs énigmes qui sont quand même très complexes, et surtout, ils ont une narration qui est également très immersive, mais surtout une narration par l'objet. Comme on le disait tout à l'heure, on peut récupérer certains objets, donc en fonction de la thématique du jeu, on peut avoir une clé, une porte, mais des fois, on peut avoir des objets beaucoup plus loufoques, qui permet justement d'avancer dans cet univers. Et en fait, c'est le gameplay qui crée les codes, en tout cas, de cette façon de jouer, en tout cas, et surtout cette façon de raconter cet univers, tout en introduisant des éléments donc soit dramatiques, soit humoristiques, en fonction du type de jeu. Donc là, dans Secret of Monkey Island, on est vraiment dans un timbre très très humoristique, voire burlesque, c'est la marque de fabrique de la licence. Le jeu utilise une interface de commande verbale, donc ce qui permet aux joueurs de choisir des actions comme parler ou prendre, interagir avec l'environnement, et comme tu le disais, tout ça se fait avec le pointeur de la souris directement. Le plus gros point fort du jeu, pour moi, ça reste l'écriture. Donc le jeu suit les aventures de Guybrush Threepwood, un jeune homme rêvant de devenir pirate. Pour atteindre son objectif, Guybrush doit réussir 3 épreuves: le combat à l'épée, le vol et la chasse au trésor. Donc un scénario rempli de rebondissements, d'humour, c'est complètement débile avec des dialogues mémorables. Les personnages sont tous très hauts en couleur et bigarrés, ils sont tous très attachants, avec une personnalité distincte et des interactions très amusantes. L'écriture parvient à raconter une histoire originale en rendant hommage au folklore de la piraterie, tout en rajoutant sa petite couche de modernité et de satire de notre époque.
L'univers de Secret of Monkey Island en fait fourmille de détails. Donc le jeu se déroule dans une version fictive des Caraïbes de l'âge d'or de la piraterie. Donc les joueurs explorent diverses îles, chacune avec ses propres caractéristiques et énigmes. Donc on a l'île de Melee par exemple, on retrouve des forêts, ça abrite une ville peuplée de pirates. L'ambiance du jeu également est renforcée par une bande sonore incroyable utilisant le système audio eMuse en fait. Donc c'est en recherchant un petit peu pour ce film en fait, ce jeu, c'est un système qui était très novateur à l'époque car il permettait de synchroniser la musique avec des événements de jeu, mais surtout avec des éléments du jeu. Donc ça, par exemple, si on prenait une petite clé, ça se faisait pas tout à fait. Si on prenait une petite clé, ça pouvait déclencher un petit sample audio qui permettait de justement d'intensifier le fameux mouvement qu'on fait en récupérant cette dite clé. À titre d'exemple. Sachant qu'aujourd'hui c'est des simples triggers, enfin c'est quelque chose qui existe de façon diégétique dans les jeux, mais après c'est 1990, c'est ça le premier 1990, donc à l'époque c'était très novateur, parce que soit les musiques, déjà les musiques c'était de la musique qui était quand même très binaire, faut dire ce qu'il y a, il n'y avait pas autant de symphoniques maintenant, mais surtout soit les musiques étaient avant, pendant les cinématiques, s'il y avait des cinématiques, tout en fond sonore pendant tout le jeu, mais on n'avait pas encore la musique qui se déclenchait à certains moments en tout cas. L'univers de Monkey Island est un mélange donc unique de piraterie, de vaudou et d'humour absurde. Le jeu se déroule dans une version, comme j'ai dit tout à l'heure, fictive des Caraïbes. Et c'est surtout peuplé de nombreux anachronismes, donc souvent placés de façon hilarante. Donc on va retrouver plusieurs thématiques qui sont souvent variées, bien sûr, mais surtout c'est des thématiques qui sont abordées toujours avec humour. Alors parmi les thèmes récurrents, j'en ai noté quelques-uns. Donc on a la quête d'identité, l'amour, la loyauté, la lutte contre le bien et le mal, et aussi donc la satire qu'il manie avec un humour pour aborder des sujets quand même assez sérieux. Un des éléments les plus mémorables de la série Monkey Island, c'est les combats d'insultes. Je sais pas si tu te souviens. Donc c'est une mécanique du jeu qui consiste à affronter un adversaire en utilisant des insultes créatives et des répliques assez, on va dire assez spirituelles. Voilà, c'est acerbe. Par exemple, j'en ai noté une qui m'a beaucoup fait rigoler. C'est il y a un méchant qui dit comme ça: aujourd'hui, j'ai battu 12 personnes à moi tout seul. Et là, ton personnage il sort, vu la taille de ton ventre, je suppose qu'elles ont toutes été mangées. Histoire d'eux. Ouais. Ou alors tu es un autre combat d'insultes, c'est tu es la créature la plus laide que j'ai jamais vue de ma vie. Réplique: je suis choqué que j'ai jamais regardé ta femme. Tu vois, c'est des vannes comme ça, c'est des petits fions, mais du coup c'est toujours drôle parce qu'il faut placer l'insulte dans le bon ordre en fait, et en même temps tu les vois se battre à l'épée. Donc c'est toujours très amusant en tout cas par rapport à ça. En 2009, le jeu est sorti, donc il a été réédité donc dans une édition spéciale, jouable sur PS3, PC, Xbox 360, donc avec des graphismes bien sûr améliorés. Donc certains disent que ça dénature le jeu, d'autres non. Moi, je l'ai fait avec cette version-là. Pourquoi ? Parce que déjà, ça m'a permis de jouer quand même un jeu avec une version quand même beaucoup plus confortable maintenant. Ouais. Mais surtout, ce qui m'a plu avec cette édition-là, c'est qu'on peut switcher en fait à la volée entre la version d'époque et la version que j'ai utilisée pour le test. Et du coup, c'est là qu'on voit que certes, certaines choses ont changé, mais on garde quand même l'esprit Monkey Island. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça que j'ai aussi bien passé le jeu, parce que j'ai passé énormément de temps dans ce jeu à switcher de l'un à l'autre, juste pour comparer en fait le taf qui a été fait. Moi, j'aime bien, parce que comme tu dis, ça met en avant, ça valorise le travail qui est fait. On peut voir des décors différemment, parce que malgré tout, même si ça avait un style hyper charmant, rétro, pixel à l'ancienne, quand tu passes sur une version plus moderne, plus lisse, où tu as plus de détails, c'est quand même assez valorisant, enfin c'est cool. Donc moi j'avais fait cette version remasterisée aussi, je l'ai faite en version plus moderne que rétro, mais le fait de pouvoir passer de l'un à l'autre de façon très fluide en plus, même en cours d'énigmes ou autre, franchement je trouve ça hyper stylé. Moi j'aime beaucoup cette fonctionnalité. C'est ce que j'aime bien, c'est ce qu'il devrait faire sur plus du remaster. Je sais qu'il avait fait sur Halo et ça m'avait beaucoup plu. Je me souviens, j'avais fait Halo en coop avec un pote et on avait passé énormément de temps à switcher de l'un à l'autre juste pour voir les différences entre notre jeu d'époque. Sympa. Et ça, c'est quand même très cool parce que ça donne un petit côté musée du jeu vidéo. Après, là, au rang des reproches, parce que quand même j'ai quelques reproches sur ce jeu, enfin moi j'en ai un gros, on va dire, c'est que le jeu est tellement perché que sans Solus, c'est quand même très compliqué de passer certaines énigmes. Je me souvenais de certaines énigmes, j'ai pu avancer, mais des fois se dire qu'il faut un torchon mélangé avec une sauterelle pour faire tel truc, enfin ça c'est pas forcément raccord. Il y a toujours
une justification dans le scénario, mais c'est vrai que voilà, qui est toujours très farfelu, mais c'est vrai que voilà, c'est important de le savoir. Si vous faites Monkey Island, le mieux c'est d'avoir une petite soluce à côté si jamais vous êtes bloqué trop longtemps. Après, c'est un jeu qui se finit quand même très très vite. Faut compter à peu près 5 heures pour le terminer. Voilà, 5 heures si on galère pas trop en tout cas, mais c'est plus une sensation d'époque, c'est une capsule temporelle. On a vraiment l'impression de participer à une aventure très rafraîchissante en fait, que je recommande forcément. Donc je vais conclure, je vais pas vous spoiler le jeu, mon but c'était de vous en parler un petit peu et de vous donner envie. The Secret of Monkey Island est un jeu qui a su marquer son époque par son innovation et son respect pour les traditions du genre point and click. Son écriture, son univers riche et son style unique en font un incontournable pour les amateurs de jeux d'aventure. L'édition Remaster PS3 permet de découvrir ce classique avec des graphismes améliorés. Malheureusement, cette version n'est pas rétrocompatible et ça c'est dommage. J'ai dû ressortir ma PlayStation 3. En revanche, si vous avez un PC, vous pouvez le faire donc facilement dessus. Je crois qu'il est disponible sur Steam encore en tout cas. L'interface modernisée aussi est vraiment bien parce que même si ça respecte le jeu d'époque, à l'époque on avait carrément les cartons de texte, je sais pas si tu te souviens, qui étaient tout en bas de l'écran en fait, avec des couleurs qui étaient aussi liées à la performance du PC, donc des fois c'était écrit en violet, des fois c'était écrit en jaune, donc c'est un coup à faire une crise d'épilepsie, je le cache pas. Quand on le fait en version remaster, on a un système de bulles et un système d'écriture blanche qui est quand même beaucoup plus agréable à l'œil en tout cas, à l'œil, pas à l'œil, à l'œil, et ça permet de conserver l'essence du jeu original. Eh ben écoute, j'aime beaucoup ta petite formule de capsule temporelle parce que c'est tout à fait ça et en plus ça colle hyper bien, je trouve, avec tous les anachronismes qu'il peut y avoir dans le jeu, tous les trucs un peu farfelus et tout. Et pour rebondir sur un truc que tu disais aussi, petite fun fact, anecdote, parfois, il y avait c'était voulu dans les point and click de faire des énigmes farfelues, c'est peut-être pas le cas dans Monkey Island, je sais pas, mais dans Day of the Tentacle, c'était le cas, parce que la soluce se trouvait dans le livret du jeu, et comme ça, les personnes qui le pirataient avec une disquette, en fait, pouvaient pas jouer au jeu sans avoir le livret parce qu'il y avait une soluce à une énigme qui débloquait le reste du jeu. C'était souvent un truc anti-piratage qu'ils faisaient pour tu vois, pour se prémunir des disquettes piratées. Surtout que c'était très très piratable facilement à l'époque. Donc pour ceux qui ont connu les disquettes, voilà. Sinon les autres, allez sur internet. Mais oui, par contre, je rejoins le côté frustrant des énigmes et moi sur cette remaster de là, je trouvais l'interface quand même pas ouf parfois, mais bon, ça c'est plus peut-être mon côté un peu toqué, mais sinon c'est une très très belle édition, tu l'as dit, 5 heures c'est plié et il faut le faire quoi, rien que pour la bataille de jurons, enfin ça c'est hyper drôle. Le combat d'insultes. Ouais, combat d'insultes, c'est hyper savoureux et donc ouais, ça fait plaisir d'en reparler. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Moi, je sais pas si t'avais connu aussi un point and click que j'adore, c'est Gabriel Knight qui se passe en Nouvelle-Orléans. Ça te parle pas ça? Non, ça me parle pas, mais moi qui suis dans un trip très Nouvelle-Orléans avec en ce moment, des trucs vaudou et tout, donc Gabriel. Tu as piqué mon attention. Gabriel Knight, il y a une version aussi remastered et tout. Je sais pas si c'est dispo sur Xbox, Game Pass, enfin check, mais je pense que t'aimerais beaucoup. Traduit en français, doublé en français, avec pareil des voix, des accents de la Nouvelle-Orléans et tout. Enfin, très 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 charmant. Ouais, je vais regarder ça. Ça peut carrément m'intéresser. Pour revenir à Monkey Island aussi, c'est ce que je disais. Donc le but, c'est de faire trois missions, mais 3 épreuves pour devenir un pirate. Et on va affronter un pirate fantôme qui s'appelle LeChuck, qui est un antagoniste truculent, si je puis me permettre. C'est vrai que j'en ai pas parlé pendant ma chronique, alors que j'ai fait un petit paragraphe dessus, mais je les zappé. Donc tous les personnages sont très intéressants, LeChuck particulièrement. Personnage haut en couleur qui ressemble un peu à Barbe Noire fantomatique et forcément avec cet humour très caustique. Je sais que quand on avance dans les Monkey Island, donc j'avais fait le premier, le deuxième et le troisième de mémoire, et le troisième il y a un côté justement Disneyland en fait, où en fait l'île de pirates a été totalement investie par un groupe en fait qui est en train d'en faire une île touristique, et ça dénonce justement le côté Disneyland. Ouais. Voilà, l'impact du tourisme et le côté Disneyland, et donc c'est un jeu qui est pas sérieux, mais qui sait aborder des termes sérieux en fait avec subtilité, et même dans ce premier jeu en tout cas, alors qu'au final on pourrait se dire c'est un point and click rigolo complètement débile, mais c'est pas si con que ça en fait. Et encore une fois, on en parlait, je fais un petit raccord avec Transformers la semaine dernière, ça nous prend pas pour des cons en fait, ça peut nous
faire passer des messages de différentes manières. On n'est pas obligé d'avoir certains messages de façon serious business ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur quelque chose de fun, rigolard, mais on se dit c'est acerbe, c'est bien trouvé, ça tape où il faut, et c'est encore surtout d'actualité. Et c'est la marque des grands jeux, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont intemporels. Ainsi se termine mon test de Monkey Island, le tout premier. Toi, tu vas nous faire une petite chronique hors sujet, c'est ça, sur Hellsing. Devil May Cry, c'était la semaine dernière. Là, on est sur Hellsing. Tu connais Hellsing ? Bien sûr, t'es passé du démon au vampire. Voilà. Donc c'est pas voulu, hein, c'est pas une thématique, mais c'est pour surfer sur une... Tu fais les loups-garous la semaine prochaine ? Ah, j'aimerais bien faire Wolfman, j'adore ce film, j'ai envie de le revoir. Je te le prête demain si tu veux. Je l'ai en Blu-ray 4K. Moi, c'est pareil. Tu vois. En fait, pourquoi Hellsing ? Donc déjà, petite intro avant la musique, Hellsing c'est un manga. C'est un manga qui est écrit par un japonais. Hirano, tout à fait, qui est japonais, mais né en 1973, figure-toi, au Japon. Et ce petit coquin, je dis coquin parce qu'il s'est fait connaître pour des thèmes... pour les boobs. Pour surtout des mangas un peu érotiques, auto-édités, sur le thème érotique et parodique. Voilà. Avant d'attaquer du lourd avec Hellsing, Angel Dust, Coyote, enfin des trucs, voilà. Il a quand même bien percé, ce petit monsieur. Il dessine bien. Et il y a une perfecte édition que j'ai juste à côté de moi, que je vous montre à l'écran, mais comme il n'y a pas d'écran, vous la voyez pas. Oh, elle est vachement jolie, cette perfecte édition. Donc une perfecte édition qui est sortie ce mois-ci, que vous verrez dans un très bel écran, en mode simili-cuir, écrit en rouge, sang, enfin voilà, un truc un peu vampirique sympa. Donc c'est à cette occasion que je déterre à Lucard pour vous parler d'Hellsing, mais avant musique. Elles sont très cool, la musique de l'animé, parce qu'on parlera après un petit peu. Donc t'as sorti un morceau de métal, je suppose. Tu verras. Donc les plus fortes inspirations de notre cher Kouta Hirano, à part la jante féminine un petit peu érotique, c'est plutôt le cinéma d'action, les films de guerre. Il adore les récits de Lovecraft, ça j'ai lu une petite interview sur lui le disant, mais surtout qu'il y a les films de gladiateurs. Non, son classique parmi les classiques, si je te cite Bram Stoker, tu me cites Dracula. Voilà, très inspiré de Dracula. Déjà à Lucard, Dracula à l'envers, vous l'aurez compris, et même Hellsing, donc c'est H-E-2-L-S-I-N-G, c'est un japonais qui écrit simplement Van Helsing, donc c'est même le titre du manga, c'est en rapport avec le lore de Dracula et le célèbre chasseur de vampires Van Helsing. Donc tout ça est lié, il est plein de références hyper pop connues, et aussi des références plus anciennes, on l'a dit, Lovecraft, pour ce côté un petit peu ténébreux, on le verra un peu barré parfois, et évidemment le mythe du vampire, Dracula, tel qu'on le connaît. Et donc Hellsing, publié entre 1997 et 2008, c'est pas un manga très récent, et d'ailleurs dans le style graphique ça se ressent, donc je le dirais plus sur la partie pas défaut, mais voilà un petit peu. Et en fait Hellsing, ce que j'adore par-dessus tout, Kira, l'histoire, tant mieux, c'est un manga, vous allez me dire, donc ça se lit, ça donc il faut mieux que l'histoire soit bonne, mais en fait Hellsing, qu'est-ce que c'est une fondation qui chasse les vampires. Donc pareil, tu vois, truc sympa, dans le lore de Dracula, Van Helsing, normalement c'est un chasseur, mais une personne, une entité, une personne physique, quoi, un chasseur. Là, Hellsing, c'est une fondation, une organisation, donc voilà, petit côté sympa, ils ont twisté un petit peu le côté Van Helsing du lore. Et en fait, cette fondation, c'est le bras armé de l'église protestante, l'église anglaise, du coup. Et on a au centre, ou à la tête plutôt de cette organisation, on a Integra Helsing, qui est une fille, qui est l'héritière. Ce personnage est important. Il est très important parce que c'est l'héritière de la fondation Helsing, donc son père décède. Et en fait, ce personnage, ce qui est trop cool, c'est que elle hérite du coup de la fondation, mais son oncle, lui il n'entendait pas de cette oreille, il voulait récupérer donc le frère de son père mort, il voulait récupérer pour lui toute l'organisation et le pouvoir énorme qu'elle a, et donc il se met à chasser Integra, à essayer de la tuer, qui est encore adolescente à ce moment-là, et sauf que son père, sur son lit de mort, lui a dit à Integra, si vraiment demain t'es en galère, va au sous-sol de l'organisation et tu trouveras quelqu'un pour t'aider.
Et donc là, elle est dans le mal total, elle se fait poursuivre par des mecs armés. C'est la galère, elle est dedans. Et donc elle descend au sous-sol et elle trouve là un cadavre complètement décharné, en plus en camisole de force et tout, enfin un truc hyper lugubre. Elle se fait tirer dessus, mais seulement le bras est touché. Et il y a des giclées de sang qui vont sur le cadavre. Et là, je te laisse deviner qu'est-ce qui se passe. Ça réveille ce bon vieux Alucard. Donc, elle qui est chasseuse de vampires de l'organisation la plus puissante d'Angleterre pour chasser vraiment ces monstres-là, se retrouve avec comme bras droit Alucard, qui est tout simplement le vampire ultime, le vampire le plus puissant, donc Dracula à l'envers, qui est à sa solde, mais on ne sait pas pourquoi ce vampire-là si puissant agit pour les humains et du côté des humains. Et en fait, il est nimbé de mystère, ce personnage, parce que il est déjà excessivement puissant. Donc c'est pas qu'un simple vampire, il peut se transformer en chien, il peut se transformer en bête démoniaque. Enfin, c'est vraiment un délire, il est ultra puissant. Et aussi, on ne sait pas pourquoi il voue une grande fidélité à cette famille, la famille des Helsing, pourquoi il défend à ce point Integra. Et on ne sait pas aussi pourquoi il se retourne contre les vampires. Et donc c'est ce fil rouge, c'est ce questionnement-là qui va nous suivre tout au long de la trame. Est-ce que j'ai donné envie déjà, Kira? Moi, je trouve ça hyper cool. Et bah, tu sais quoi, alors, je connais un petit peu Helsing, mais moi, j'ai pas lu le manga, j'ai vu l'animé de l'époque et j'ai vu je crois que c'est les 4 OAV Helsing Ultimate. Et là, je suis dans un gros cycle Heroic Fantasy, c'est-à-dire je lis des romans d'Heroic Fantasy, je joue à Oblivion, je regarde House of the Dragon, tu vois, le Seigneur des Anneaux, enfin, je suis à fond dedans. Par contre, je pense que derrière, je vais me faire un petit cycle vampire à pas piquer des hannetons. Donc, passe pas à côté de Helsing, je pense, c'est vraiment une œuvre qui, elle a comme tous les trucs de vampires, tu vas me dire, elle a une esthétique hyper gothique, ultra violente et tout, mais il y a un truc en plus, c'est qu'il y a ce côté un peu loufoque du manga, et il y a aussi, au-delà de la guerre vampire-humain, il y a une guerre intestine aussi entre l'Église catholique, donc le Vatican, et l'église protestante avec comme bras armé Helsing. Donc en fait, cette fondation, elle se retrouve en proie avec les vampires, c'est son job, mais elle se retrouve aussi à lutter contre des fanatiques catholiques venus du Vatican qui sont en plus boostés et tout, des humains surpuissants. Et en fait, elle se retrouve au milieu de tout ça. Et Alucard, derrière, qui personnifie cette guerre. En fait, il en est... C'est la bombe atomique des protestants. Ouais, c'est l'arme nucléaire, c'est clair. Et en fait, il a un tel charisme, ce personnage, que il fait, vraiment, il incarne le manga. C'est comme Guts et Berserk, si tu veux. C'est comme, je sais pas, Light et Death Note, pour prendre une petite parallèle, Kira. En plus, un peu en Alphonse pour Full Metal Alchemist. Avec un côté un peu... C'est pour ça que Light, c'est un bon parallèle. Je pense que c'est quand même un anti-héros. Ça reste un vampire, même s'il a renoncé à boire du sang d'humain. Il me fait beaucoup penser à Dante de Devil May Cry. Après, c'est peut-être le design et le côté un peu fun et le côté petit peu... merde, comment ça se dit tu sais, qui se la raconte un peu. Ouais, raconte boy, ouais, complètement. Voilà, il me fait beaucoup penser à Dante. Très, très sarcastique, mais en fait, il est en même temps, ce qui lui donne énormément d'aura, c'est qu'il est absolument surpuissant. Parce qu'il y a des classes de vampires, et il croise des vampires de rang A, je sais plus exactement quel est le rang, mais en fait, il est à des années-lumière de ça. Et c'est trop cool. Franchement, ça donne lieu à des scènes absolument dingues. Enfin bref, lisez-le, hein, je pense que c'est la meilleure des définitions. Donc je l'ai dit, j'ai pas trop suivi la trame de ma chronique parce qu'au final j'ai rien lu de ce que j'ai noté, je suis parti en roue libre, mais c'est bien aussi quand c'est comme ça. Ouais. Ce qui est très cool, c'est le découpage en petits arcs. Ça, c'est un peu à l'ancienne, mais j'aime ça, moi, quand je lis des petits arcs qui vont vite. Ça te permet je sais que t'aimes bien aussi de faire des petites sessions de 20 minutes de lecture, 15 minutes le soir. T'as un début, une fin, des arcs. Ça colle très bien en termes de lecture pour ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup le début de Berserk avant l'âge d'or, en fait. C'est les 4 premiers tomes, je crois, où c'est justement des petits arcs. Ouais. Avant l'âge d'or, mais je crois que c'est les 4 premiers vraiment où c'est des petits arcs très très courts. On peut avoir 2-3 histoires par tome et après ça commence à se densifier et là on arrive à l'âge d'or. Et c'est ce qui manque. Ça, c'était vraiment la mode des années 80-90 et c'est ce qui manque maintenant.
moi j'aime bien cette construction-là, et à chaque fois c'est poussé par, je vous l'ai dit, soit on va suivre la relation Integra Alucard. Alucard va avoir aussi une acolyte, Victoria, je crois de mémoire, avec la jeune flic. Il y a aussi le combat avec les... Qui a un très bon chara design, ça je dirais. Très bon. Il y a aussi les combats contre le Vatican, avec la section 13 Iscariote. Il y a aussi un fond de Seconde Guerre mondiale avec les nazis, etc. Enfin, c'est ces petits arts qui vont piocher un peu partout, c'est hyper dynamique et tout, c'est vraiment... Il y a un côté feuilletonnant. Ouais, et on s'ennuie vraiment pas. Au rang des reproches, esthétiquement, c'est un style un peu particulier en termes de manga, c'est pas les plus beaux mangas, c'est parfois assez confus je trouve, et même malheureusement parfois aussi dans le propos, vous le verrez, le gars est loufoque autant qu'Alucard je pense, donc il se perd parfois dans ses trucs et tout. En fait ça se veut vraiment spectaculaire, il faut le regarder comme ça, tu sais, comme un film gros budget spectaculaire. Ça c'est du manga où tu vas enchaîner, que tu vas consommer et regarder et vivre le truc intensément sans devoir, tu vois, trop poser sur les détails, parce que si à chaque fois tu vas dans le détail du scénario, le détail du dessin, le détail de tel dialogue qui contredit un truc d'avant et tout, enfin voilà, il y a pas une grande rigueur dans la structure narrative et du dessin, mais ça nourrit vraiment le propos un peu chaotique autour d'Alucard, parce que Alucard est comme ça, et donc finalement ça rentre en résonance avec le personnage, et ça reste quand même de très très bon ton. Sachant que, je l'ai dit en intro, et la musique que vous l'avez entendue, elle vient d'un animé. Donc il y a une première série qui date de 2001, qui est sortie en même temps que le manga, et donc qui prend un chemin différent. Un peu, j'allais dire comme Full Metal, la première saison où le manga n'était pas fini. La première série, tout à fait. Voilà, la première série, pas saison, tu as raison. Brotherhood est largement meilleur, je suis d'accord. Et cette première série, elle est plus édulcorée, elle est moins bien, enfin je l'aime un peu moins. Et il y a eu Hellsing Ultimate, tu l'as dit, où c'est des OAV, où là on est totalement sur une adaptation du manga très fidèle. Donc voilà, ces deux séries, les deux sont bien piochées en fonction de vos envies, mais évidemment je conseillerais plutôt le manga, qui est une petite pépite, donc en perfecte édition, en 5 tomes seulement, donc c'est pas énorme, et en plus une perfecte édition à 15,99€, qui est un bon prix. On voit maintenant... Pas excessif pour une perfecte édition. Ouais. On voit des perfects qui vont jusqu'à 20€, et ça je suis toujours vent debout contre ça. Là je suis en train de faire Hokuto no Ken, Hellsing, qui sont sur du 15€ la perfecte, c'est très bien, c'est du double volume, donc c'est très cool. Et donc en conclusion, il n'y a pas de conclusion, franchement allez-y, c'est trop bien, cool. Allez-y. Ouais, c'est sanglant, c'est déraisonnable, ça n'a pas de sens parfois, mais c'est jouissif, et je trouve que ça correspond bien aux vampires, ça. C'est une bonne description. Oui, c'est vrai. Tu parlais tout à l'heure du côté feuilletonnant, du côté des fois avec certaines incohérences et tout, mais oui. Je pense que c'est aussi lié au rythme de parution. De mémoire, quand Hellsing est sorti, c'était un chapitre par semaine qui sortait dans un magazine shonen, et c'est vrai que souvent, quand il y a un rythme de parution aussi riche, les auteurs ont tendance à partir dans tous les sens. Ouais, c'est possible. Ça se ressent dans certaines séries d'époque. Jojo, par exemple, à une époque, c'était très... ça partait aussi dans tous les sens, avant que ce soit beaucoup plus structuré et qui passe dans le domaine du seinen. Mais moi, c'est ce que j'aime aussi, ce côté très à l'ancienne. Ouais, j'aime beaucoup, c'est un côté rétro, et pareil, ça colle bien avec cet univers qui est passé dans les années 90, avec ce Alucard qui a un style chapeau, lunettes rondes, un peu rétro, un peu mec à l'ancienne et tout. Donc ouais, non, franchement, c'est de bon ton, en fait. Tout est cohérent, finalement, dans son incohérence, si je puis dire. Et là aussi, ça décrit très bien, je trouve, le personnage d'Alucard. Donc c'était ta chronique même, on va dire, de Hellsing. Est-ce que tu as des big up, des petits messages à faire passer cette semaine ? Deux petits big up, Sokokas, hello les taverniers, il nous écoute en voiture, sauf que pour cette fois-ci, il nous a écouté pendant un marathon, le marathon de Paris. Tu me l'as fait lire. Ouais, je te l'ai fait lire, exceptionnel. Donc, chapeau, bravo à toi. On l'a accompagné pendant qu'il faisait son marathon, et c'était dur, donc t'as énormément de courage. Je serais incapable de faire un marathon, donc bravo à toi. Tu as, parce que c'est facile de parler derrière un micro, c'est moins facile, je pense, de faire un marathon. On se fait le cette année. Avec ça j'ai déjà fait, donc ça va. Mais marathon, ouais, c'est fort. En tout cas, bravo à lui, il nous félicite. Bravo, ouais. Et Sébastien Pichon, qui est
c'est lui qui se qualifie comme ça, un jeune maçon, et il nous écoute en travaillant dans son petit village. Il aurait rêvé d'avoir une communauté dans son village de passionnés comme nous, et c'est ce que je dis, Sébastien, tu fais partie de notre communauté. Certes, c'est vrai. À distance, certes, vocalement, mais tu es avec nous, donc bienvenue dans la taverne du gamer, tu es chez toi ici, et merci à tous de toute façon. Moi dans les big up j'en ai retenu un, mais j'en ai eu plusieurs qui voulaient tous dire la même chose. Alors le premier c'est Jérémy qui me dit qu'il me déteste, car à cause de moi il a dû acheter Transformer One, qui va regarder avec son fils, donc c'est un plaisir. Et dans les autres messages que j'ai reçus, c'est ça, c'est des personnes qui ont craqué aussi pour Transformer et qui apprécient beaucoup, qui l'ont reçu, qui apprécient beaucoup. Et ça me fait vraiment plaisir parce que le but c'était de le faire découvrir et de ne pas s'arrêter à la franchise, et ça pour moi c'est la plus belle, le plus beau compliment en tout cas. Je te laisse le mot de la fin pour conclure. Et la semaine prochaine je vous ferai Hollow Knight en jeu que j'ai platiné et j'ai saigné des larmes de sang, d'ailleurs raccord avec Helsing. C'était âpre et je vous raconte ça avec une boule en latex dans la bouche. Il faut ça, ouais, à la Dark Soul. Et toi, ton hors-sujet du coup la semaine pro, c'est les BD ou pas? Non, je sais plus. Alors, je me souviens plus, c'est soit les BD, soit la série The Bondsman que j'ai terminé également cette semaine. J'ai commencé à écrire la chronique sur la série, mais je l'ai pas fini. Les BD, c'est déjà écrit, donc ça va dépendre. Merci à tous. Hâte d'entendre ça, Kira. En attendant, lisez des livres, Helsing, jouez à des jeux vidéo, des petites capsules temporelles comme Monkey Island ou Oblivion par exemple. Faites-vous plaisir, allez au cinéma comme nous demain soir. Allez voir Sinners. Until Dawn, et vous allez voir Sinners. On va voir Until Dawn, on se sacrifie pour vous. Pour la taverne. Et voilà, prenez soin de vous dans la bienveillance les uns les autres. On vous big up et puis à la prochaine. Ciao, à la semaine pro. À la prochaine, ciao.